Bonjour, l'entretien de Gabon News reçoit aujourd'hui Francis Marcel Ngosanga Idiedi. Apôtre serviteur de l'Éternel, il est ingénieur, administrateur des entreprises, expert en gestion des ressources humaines et management. Il est également écrivain. Avec lui, nous parlerons de Nzebina, une trilogie qui nous plonge dans l'univers du peuple Nzebi. Alors, parlez-nous de Nzebina. Nzebina, chez les Nzebi, c'est un questionnement. Le questionnement veut dire qu'on se pose la question, qui est Nzebi? Nzebi, c'est le nom. Na, c'est la question. Comme on peut dire, Ngosanga, c'est qui? Ngosanga Na. Donc, je me suis toujours posé cette question parce que mon père m'avait dit que lorsque nous sommes partis de Koto, Peranjanga, on n'avait pas de fétiche, ni on n'avait pas également de secte. Et j'ai approfondi cela. En approfondissant, et j'ai lu la Bible, j'ai constaté qu'il y avait un homme qui s'appelait Nzebina. Donc, c'est un hébreu, Nzebina. Et dans le livre d'Esther, c'est là où se trouve Nzebina. Et Nzebina, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fils de Nebo. Il est fils de Nebo. Nebo qui a eu son nom attribué à la montagne où Moshi en langue Nzebi, et en français c'est Moïse, a trouvé la mort. Bon, mais pourquoi Moshi et sa femme ont donné le nom Nzebina à leur fils? Nzebina veut dire, c'est un questionnement que Dieu a posé. Qui est l'homme? Qui est l'homme pour être un revendicatif devant Dieu? C'est la raison pour laquelle, voyant la situation que l'homme a effectuée devant l'Éternel, Dieu a suscité que ce nom soit donné. Et je voudrais peut-être, en passant, vous donner l'orientation des noms chez le Nzebi. Nzebi, c'est d'abord une créature de Dieu, au départ, et c'est lui qui a créé la descendance Nzebi. Et chez le Nzebi, on dit Kumba Mutu va pedia ikushendi. Cela veut dire que lorsque vous avez un nom, il faut chercher l'explication de ce nom parce que votre chemin est déjà retracé par ce nom-là. Donc, ce qui fait que Nzebina, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre Dieu parce que Dieu a dit que les descendants des Juifs ne devraient pas prendre normalement les femmes étrangères, notamment les Cananéennes. Mais lui, il l'a fait lorsque le peuple d'Israël était en déportation au niveau de Babylone, donc dans la Babylonie. Que nous enseigne véritablement l'histoire Nzebi? Et l'histoire Nzebi, lorsqu'on parle d'histoire, parce que généralement, lorsque vous lisez les livres de Nzebi ici, on parle parfois de l'histoire, mais on parle tout simplement des 7 fils de Nzebi, et d'autres parlent des épopées. Mais l'histoire, pourquoi l'histoire? Parce que l'histoire est inscrite dans le temps. C'est pourquoi il fallait nécessairement consacrer tout un livre pour l'histoire Nzebi. Cette histoire commence au moment où Dieu a existé seul. Et c'est revenu jusqu'au moment où Dieu a créé le ciel et la terre. Et du ciel et de la terre, il y a eu des mouvements dans les cieux. Et c'est la raison pour laquelle
Dieu a pensé qu'il fallait un adorateur, parce que celui qui est descendu de là-bas est descendu avec un tiers des adorateurs. Donc, Dieu étant un manager, il a fallu normalement remplacer. Et qu'il ne fallait pas qu'il les remplace avec des anges. Il fallait qu'il les remplace avec un autre genre d'adorateur. C'est la raison pour laquelle, en reformant la terre, ce que nous appelons l'univers aujourd'hui, alors il a mis également l'homme. Il a mis l'homme. Donc, du jardin d'Éden jusqu'au moment où nous sommes arrivés au déluge, il y a une histoire. Parce que chez les Nzébi, on a toujours dit que nous revenons sur ce que mon père m'a dit, qu'à la sortie de Koto, alors il n'y avait pas de fétiche, il n'y avait pas de secte. Mais avant qu'on arrive au déluge, il a fallu que le diable vienne maintenant par la voie de Shamianza. Shamianza, c'est le diable chez les Nzébi. Donc c'est lui qui vient distraire, c'est lui qui vient amuser, afin de divaguer normalement nos pensées qui sont orientées vers le bien-être. Mais nous allons dans les distractions. C'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés au moment où ils sont descendus, ils ont abusé les femmes. Et lorsqu'ils ont abusé les femmes, eh bien, il est devenu impossible de vivre parce que c'était la naissance des monstres. Ces monstres-là sont arrivés et ces monstres-là ont causé du désordre. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit « Il est impossible de vivre avec l'homme, je vais l'éliminer ». C'est la raison pour laquelle il y a eu le déluge. Et le déluge a éliminé tout le monde. Et nous partons donc à partir du déluge jusqu'à la tour de Babel. Tout le monde parlait Nzébi. Mais là, il fallait savoir exactement ce qui s'est passé. C'est là où il y a eu le fondement de ce qu'on appelle l'ordre Nzébi. Et à partir de là, lorsqu'on est arrivé à la tour de Babel, mais les gens se sont dispersés, alors la langue Nzébi s'est retrouvée concurrentielle avec d'autres langues. Voilà un peu l'histoire. On parle souvent de l'ordre Nzébi. De quoi s'agit-il exactement? Bon, l'ordre Nzébi, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'ordre Nzébi émane de l'organisation des descendants de Noé. Parce que c'est au travers de là qu'il y a eu une certaine descendance. Et il y a eu également, avant la sortie, plutôt après la sortie de Kala, plutôt de, qu'est-ce que nous appelons ça, à partir de la sortie du jardin d'Éden, là où nous avions été chassés par Dieu, il était donné une consigne que la descendance devrait appartenir normalement à la femme. Mais avec le temps, il est arrivé que Amunabid, qui était le roi de Babylone, a pris en 1700 une loi qui disait que l'enfant devrait appartenir à son père et la femme devrait appartenir à son mari. Et ça a chamboulé normalement ce que nous appelons le matrilinéaire, qui est l'appartenance normalement des enfants à sa mère, et nous sommes passés maintenant au patrilinéaire. Donc c'est cet ordre-là. Mais nous arrivons à croiser cet ordre-là, parce qu'au moment où l'homme est en train de pouvoir gérer sa famille, il y a l'oncle qui est là pour pouvoir intervenir, afin de pouvoir équilibrer les forces. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons à la naissance de la démocratie dans le monde Nzébi. Donc la démocratie est née au milieu de Nzébi. Comment? C'est par le mariage. Le mariage est le socle de l'organisation Nzébi. Donc d'un côté, il y a le père ou bien le mari. De l'autre côté, il y a l'oncle
ou le frère qui doit normalement surveiller les actions du mari ou du père. Et à ce moment-là, lorsque vous faites par exemple quelque chose qui n'est pas bien, alors les deux entités, c'est-à-dire les deux responsables de la famille, doivent se retrouver. Et si le conflit est très fort, à ce moment-là, il y a un système judiciaire qui se met en place. Et ce système judiciaire est temporaire. Donc ce sont les vieux et les sages d'autres tribus qui interviennent. Et à ce moment-là, le problème est réglé. Donc nous avons le système patrilinéaire, le système matrilinéaire qui s'accouplent et donnent naissance à ce que j'ai appelé moi, en tant qu'écrivain, pas matrilinéaire. C'est-à-dire, d'une part, c'est le patrilinéaire qui est l'exécutif, de l'autre part, c'est le matrilinéaire qui est normalement au contrôle de l'action du patrilinéaire, et la suite fait comme si c'était une république. Dites-nous, quels sont les objectifs visés à travers l'œuvre Nzebina? Nzebina vise une cible. Pas une, mais plusieurs cibles, mais regroupées en une cible. Et cette cible concerne d'abord en premier les locuteurs de la langue Nzebi. Parce que nous avons observé que le Nzebi est déjà déraciné, il ne connaît pas son histoire. Et un dicton dont j'ai été l'auteur dit « L'histoire vient rectifier le présent et améliore le futur ». Et l'histoire se vit. L'histoire ne se crée pas. L'histoire ne peut venir que lorsque vous êtes déjà passé. Donc l'histoire Nzebi se vit tous les jours. Elle est présente. Chaque fois que nous avons des problèmes, eh bien, c'est l'école même. Lorsque nous avons des décès, nous nous retrouvons, nous appelons ça Ikumbo. À ce moment-là, il y a des enseignements qui se dégagent pendant ce temps-là. Maintenant, si nos enfants ne savent rien du tout, aujourd'hui, par exemple, nous avons une certaine colonisation d'autres langues, parce que si tu connais tout simplement la langue qui n'est pas la tienne, comme le disait Madiba, donc le président sud-africain, il disait, lorsque tu parles à quelqu'un dans une langue qu'il connaît, tu parles à sa tête. Et lorsque tu parles à quelqu'un sa langue, tu parles à son cœur. Cela veut dire que nous ne devons pas être des esclaves des autres, mais nous devions être intègres en nous-mêmes. Nous devions savoir exactement qui nous sommes. Et la deuxième cible, c'est les chercheurs gabonais. Je voudrais qu'ils approfondissent cette recherche, afin de pouvoir changer l'opinion que nous avons en termes de cette langue ou de ce peuple mythique, qui dans le temps est mythique, mais ce peuple n'est pas mythique. C'est une réalité. Nous descendons de quelque part. Nous ne sommes pas nés des singes, par exemple, ou d'une quelconque origine. Nous sommes des humains depuis la création du monde. Et la troisième, c'est que, en fait, le Gabonais doit savoir exactement qui il est, afin de continuer à vivre, de véhiculer ce message. Voilà la cible. Nous voici au terme de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Le document est déjà là. On cherche tout simplement les financiers afin de pouvoir éditer et publier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité.